Bon, d'accord. Ah oui, je sentais mes lunettes à la place. Est-ce que vous étiez ce matin à la conférence? Non. Oui. Non? Les généralités hier, c'était la même que ce matin? La même chose. Non, un peu différent. Ouais, un petit peu. Est-ce que tu étais ce matin ou tu étais hier? Hier. Ouais, mais on va s'en sortir. Enfin, Ouais. c'est juste pour savoir sur quoi je peux m'appuyer, vous voyez? La canne. Oui, voilà, j'ai ça. J'aurais aimé qu'aujourd'hui on parle de thérapeutique. Alors, donc on va essayer de s'émanciper du vidéoprojecteur. Et on va par contre faire une chose, c'est s'il y a des moyens peut-être, parce que surtout pour les personnes, si vous voulez faire l'enregistrement, on ne va pas prendre le vidéoprojecteur, mais par contre un tableau de feuilles, comme ça me permet d'écrire des petites choses dessus. C'est déjà Les preuves que les formules combinées entre des prises en charge occidentales et des prises en charge de médecine chinoise, c'était les deux ensemble qui avaient les meilleurs résultats. Est-ce que dans les études, on détaillait le fait s'il y avait de la pharmacopée et des aiguilles ou pas? Et est-ce que c'était protocolisé ou est-ce qu'on laissait le choix à faire de la médecine chinoise aux praticiens de ce qu'ils faisaient en fait? Alors, comme vous avez vu qu'il y a plus de 2500 études, la réponse, c'est oui et oui. C'est-à-dire qu'on a des études qui portaient quelquefois sur un protocole qui était extrêmement fermé, du genre une formule de pharmacopée dans un contexte précis, avec un type de tumeur précis, etc., à un certain stade, et un traitement, d'oncologie, de biomédecine qui était aussi extrêmement cadré. Ça, c'est pour une partie. Pour d'autres, il y avait un peu plus de marge de manœuvre, c'est-à-dire que, par exemple, on avait divisé au moins les groupes en plusieurs sous-groupes en fonction de critères nosographiques liés à la médecine chinoise. Par exemple, je prends un exemple très simple, si on prend le schéma que je vous ai montré ce matin, donc un carcinome du poumon, non la petite cellule, eh bien on avait par exemple distingué les formes qui relevaient plutôt de Vidochi et de Yin, les formes qui relevaient plutôt de stase de sang accumulée dans le poumon, etc. Et dans ce cas-là, avec pour chacun d'entre eux un protocole, mais qui lui n'était pas forcément adapté entièrement au patient. Et puis dans certains cas, on a quelque chose qui est beaucoup plus individualisé, et je dirais on est dans ce cas-là plutôt dans des études qualitatives que quantitatives. D'accord. Alors, dès qu'on a plusieurs milliers d'études qui sont examinées, on est toujours confronté à cette disparité méthodologique. Et moi je trouve que c'est intéressant, parce que là la question que vous posez, en fait, elle débouche sur une autre question qui est quelle méthodologie utiliser quand on veut travailler en médecine chinoise ou quand on veut combiner médecine chinoise et médecine occidentale. C'est très compliqué cette question. Parce que le système de la médecine occidentale, il est assez simple, il repose bien entendu sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, avec ses trois axes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui sont passionnés, parce que ça nous amènerait trop loin. Mais le système de l'evidence-based medicine, il faut savoir que historiquement, il a été construit parallèlement à la nécessité de ce qu'on appelle la mise sur le marché d'un médicament. En fait, il y avait des questions qui étaient scientifiques, mais aussi déontologiques. Avec quelle précaution est-ce qu'on peut considérer que la mise sur le marché d'un médicament, elle est légitime, elle est sans risque, elle présente un rapport avantage-inconvénient qui est validé. Alors,
quand on est face à une molécule, évidemment que c'est assez facile. Parce que des études randomisées contrôlées, quand on a aussi peu de paramètres, on a juste molécule versus placebo par exemple. Bon, on n'a pas besoin d'avoir des groupes immenses. Déjà, avec des groupes parfois d'une vingtaine de personnes, on a déjà quelque chose de significatif. Mais à partir de ce système-là, il est très bien parce qu'on travaille sur un principe actif. Or, le problème de la médecine chinoise, comme je l'ai expliqué, c'est une médecine de la complexité, pas une médecine de la simplicité. Donc, elle demande un ajustement, ce qui se rapproche un peu de l'idée de la médecine personnalisée aussi, hein, qu'on évoque aussi en médecine occidentale d'ailleurs. Et donc, ça demande un ajustement qui impose d'avoir plusieurs protocoles. Alors ça ne pose pas, ça ne remet pas en cause la méthodologie scientifique quand on dispose de vastes groupes. J'ai vu par exemple des études à Beijing, notamment, j'avais été un petit peu impliqué dans une étude qui était sur la mynasthénie par rapport à différentes formules de pharmacopée. Ça a été fait sur un groupe, c'est réparti sur des années, mais enfin sur 1200 patients. Quand vous avez un groupe de 1200 patients, vous pouvez vous permettre le luxe d'avoir 6 catégories. Ça ne pose aucun problème. Tout en gardant les mêmes critères. Si. Tout en, sans que ça remette en question la possibilité de faire une analyse statistique, etc. Mais dès qu'on a des groupes plus petits, particulièrement quand on a des pathologies plus rares, ou bien alors qu'on ne peut pas, compte tenu de l'évolution de la pathologie, suivre des patients pendant une durée très longue, etc., eh bien c'est plus compliqué. Alors, je ne vais pas m'étendre pendant 107 ans sur cette question, il y a de nombreuses alternatives méthodologiques qui sont faites par des méthodologistes de la médecine chinoise en Chine, et qui proposent des options pour pouvoir permettre d'avoir à la fois une démarche qui soit sur le plan épistémologique rigoureuse, mais en même temps qui soit quand même un tant soit peu adapté à une médecine qui n'est pas une médecine d'une molécule. C'est plus compliqué avec l'acupuncture parce qu'on démultiplie le problème. En effet, quand il s'agit de donner une formule de pharmacopée, à la limite, elle peut être donnée par n'importe qui. Donc on peut très bien avoir une infirmière qui donne la formule et qui ne sait pas exactement si ce qu'elle donne, c'est la formule de pharmacopée ou si c'est une préparation au goût dégueulasse, ressemblant à la décoction. Donc on peut avoir des études en double aveugle avec la pharmacopée, ça ne pose pas de problème. Mais en double aveugle avec l'acupuncture, c'est quand même plus compliqué. Alors il y a toutes sortes de choses qui ont été testées. De faire de la fausse acupuncture, de l'acupuncture à côté du point, l'acupuncture dans laquelle on ne manipule pas l'aiguille. Mais vous avez des écoles d'acupuncture dans lesquelles on ne manipule pas les aiguilles, pourtant, dans l'acupuncture de tongs, par exemple, on manipule peu les aiguilles, on se contente de les insérer, les laisser en place, on les retire au bout d'une demi-heure, et c'est une acupuncture malgré tout qui peut être remarquablement efficace. Donc, l'idée de la saisie du chi ou pas de la saisie du chi, etc., comme élément différentiel quand on expérimente dans l'acupuncture, elle n'est pas très performante. Alors, sur le point ou à côté du point, même chose. Vous avez une multitude de points hors méridien ou de points dans l'acupuncture de tongs qui sont par exemple à 5 mm de la ligne des points classiques. Alors, vous piquez à côté, en réalité, vous piquez dans le point, selon un autre système d'acupuncture. Donc on ne peut pas considérer que ça, ce soit placebo, et ainsi de suite. Ça, c'est une chose qui rend effectivement l'approche de l'acupuncture plus difficile. Maintenant, si on veut prendre un tout petit peu de recul, il faut savoir qu'on est confronté à ça dans la médecine occidentale, avec toute la médecine physique. Comment mesurer, par exemple, un protocole de rééducation fonctionnelle? Il faut que ce soit un kiné qui ne voit pas le patient, il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas kiné qui applique au patient. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on veut évaluer, par exemple, telle technique chirurgicale? Il faut que le chirurgien ne soit pas le praticien. On
on fait intervenir un clown à la place. Enfin, c'est donc là, et pourtant on arrive malgré tout à faire de la recherche avec cette contrainte. Donc je pense qu'il faut s'inspirer de certaines de ces méthodes pour évaluer aussi la médecine chinoise. Puis après, on a des évaluations qui sont encore plus globales. Alors il n'y en a pas beaucoup dans les études dont je vous ai parlé, mais qui sont carrément le patient pris en charge par la médecine occidentale, peu importe comment, et le patient pris en charge par la médecine occidentale et la médecine chinoise, peu importe comment. Et y compris quand les protocoles ne sont pas les mêmes, etc. Mais ça, pour que ce soit performant, on est obligé d'avoir des groupes importants. On va faire ça avec 10 personnes. Alors par contre, si vous avez un groupe de 500 personnes, là ça devient significatif. Il y a très peu de chances statistiquement que ce soit juste une coïncidence sur un aussi grand nombre. Mais c'est plus compliqué parce qu'il faut les réunir, donc ça veut dire que ça impose des études multicentriques. Donc ça veut dire une coopération de protocoles. Alors en Chine, le gros avantage, c'est qu'on a, je vais dire un mot qui est un mot utilisé dans la partie scientifique de la médecine, parce que la médecine n'est pas seulement une science, hein. La médecine c'est un art qui utilise des parties scientifiques. Mais on a du matériel en Chine. Alors le mot matériel, dans la recherche, dans les études expérimentales, ça désigne tout simplement les patients. Donc on a effectivement des groupes qui sont quelquefois importants, parce qu'il y a une grande population, parce qu'on a un pays qui a la même réglementation du nord au sud, etc., parce qu'on a une même langue, etc., les mêmes types de formation, et donc il est possible d'impliquer 25 hôpitaux universitaires dans une même étude. C'est un peu plus compliqué de faire ça au Luxembourg. Donc l'avantage quand même de la Chine, c'est pour ça que beaucoup d'études, on dit quelquefois, oui, mais tout ça, ça vient de Chine, alors que c'est pas parce que les Chinois ont, etc., mais c'est tout simplement quelquefois parce que ça ne peut pas facilement se faire ailleurs qu'en Chine. Quand vous arrivez à trouver déjà un hôpital dans un pays occidental qui veut bien travailler avec un protocole de médecine chinoise, bon, ben, on est déjà très content. Alors pour en trouver 25, qui vont faire le même protocole, avec la complicité de tous les chefs de service, etc., on va pas arriver. En France, j'ai participé à des études multicentriques, mais quand on arrivait à être 3 centres, c'est-à-dire qu'on était vachement contents. Et on ne pouvait pas travailler avec la même chose qu'en Chine, c'est complètement autre chose. Bon, voilà. Et sans parler de la répartition des compétences aussi. Parce que dans les études auxquelles j'ai participé, c'était souvent, je bougeais d'un point à l'autre. Bon, c'est pas facile non plus. Hein. D'autres questions ? Non. Alors, on a vu ce matin quelle était la place du traitement de la médecine chinoise en cas de, dans la maladie cancéreuse. Alors je vais juste reprendre ce point. En fait, on a 3 grandes catégories de patients. On a la catégorie qui est la plus rare et qu'on essaie de rendre la plus rare possible, c'est les patients qui ne peuvent pas recevoir d'autres traitements ou qui refusent d'autres traitements. Alors très clairement, moi je rencontre assez régulièrement des patients qui viennent me voir, qui me disent voilà, moi j'ai envie d'être pris en charge par la médecine chinoise, je ne veux pas être pris en charge, je ne veux pas faire de chimiothérapie, je ne veux pas me faire opérer, je ne veux pas, avoir de radiothérapie, etc. Alors, je pense que ça c'est un élément dans un atelier comme celui-ci, ça vaut la peine de réfléchir sur quelle attitude il faut adopter. Parce qu'on peut avoir des attitudes à l'emporte-pièce, mais les attitudes à l'emporte-pièce sont très contre-productives. Je peux très bien me dire aux patients, écoutez, c'est très simple, non, c'est hors de question, tirez-vous, je ne veux plus entendre parler de vous, mais qu'est-ce qui se passe? Il ira simplement un peu plus loin. Il va chercher quelqu'un qui va répondre à sa demande. Parce qu'il a réfléchi au problème bien avant de venir me voir. Donc il faut essayer de trouver à la fois des bons arguments
et aussi quelquefois de trouver des solutions intermédiaires. Alors je ne vais pas être donneur de leçons par rapport à ça, je vous parle simplement de mon expérience clinique personnelle, comment gérer ce genre de situation. D'abord, on ne peut pas mettre dans la même catégorie le patient qui ne veut pas un traitement et celui qui ne peut plus recevoir de traitement. Pas des soins palliatifs, là il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'il vient avec la bénédiction le plus souvent de son oncologue. Et en général, même, ce sont les situations dans lesquelles les relations avec les oncologues sont les plus faciles. Parce qu'il ne sait plus quoi en faire. Et à part les antalgiques et ce truc. Donc si jamais le patient lui dit, bah, écoutez, j'ai quelqu'un qui veut bien me prendre en charge, etc., alors on est béni par les dieux. Le problème le plus difficile, c'est le patient qui refuse, qui ne veut pas entendre parler d'un traitement lié à la biomédecine. Alors il faut d'abord essayer d'explorer pour quelles raisons. Dans de nombreux cas, il y a une expérience avec une personne de sa famille qui a été désastreuse. C'est-à-dire que la personne a encore en mémoire sa mère mourant, sous les tuyaux, les fils électriques, l'hôpital, chauve, squelettique, dans une agonie infernale, etc., et loin de ses proches. Et cette image, elle est quelquefois tellement marquante, quand une personne a eu ça dans son adolescence, autre chose, que lorsqu'elle se trouve à avoir, elle, une pathologie, et surtout si c'est une pathologie qui ressemble à celle de sa mère, il y a un rejet absolu, en fait, de l'hôpital. Donc ça, c'est un point qui est compliqué. Le point de vue que j'ai, généralement, est le suivant. Je dis, d'abord, ce que vous avez pu avoir comme expérience il y a 20 ou 25 ans ou 30 ans ne correspond pas à la situation qu'on a aujourd'hui. Quand même, il y a une évolution très nette, et je suis sincère quand je dis ça, parce que j'ai moi-même travaillé aussi dans les services d'oncologie, et ça n'a rien à voir avec ce qui nous est décrit des années 1980, par exemple. La deuxième chose, c'est que moi, je peux vous aider et être proche de vous tout au long de votre traitement. Mais en revanche, je ne peux pas vous prendre en charge, ça n'a rien à voir avec le fait que ça n'a rien de personnel, mais je ne dispose pas d'infrastructures qui me permettent de prendre en charge une pathologie comme la vôtre. On n'est pas en Chine, je ne veux pas dire par exemple, bah, très bien, je vous prends en charge et vous allez avoir un lit à tel endroit, il va y avoir des infirmières, il va y avoir du personnel qui va s'occuper de vous, etc. Or, déontologiquement, moi, je ne peux pas, en vous voyant une fois par mois, considérer que je vais être votre seul thérapeute dans une pathologie comme la vôtre. Donc ce type de contrat, je ne peux pas l'établir avec vous. Et en même temps, j'ai envie de vous aider. Il y a un autre élément qui est important, c'est déjà essayer de ramener le patient à une communication avec le monde hospitalier. C'est-à-dire, est-ce que vous savez déjà ce qu'on vous propose? Peut-être que vous avez une vision de ça qui ne correspond pas à la réalité. Bref, il y a tout un ensemble de stratégies pour essayer au moins qu'il y ait une communication. Alors, je peux vous dire que c'est assez paradoxal, mais le nombre de patients à qui j'ai pu permettre simplement par cette conversation de bénéficier, je dis bénéficier parce que ça a généralement été vraiment un bénéfice pour eux, d'une intervention par exemple, qu'ils voyaient comme quelque chose de terrible et qui s'en sont très bien sortis et qui sont aujourd'hui parfaitement en bonne santé, etc., est assez considérable. Alors, j'ai été invité de façon régulière par la Ligue contre le cancer pour aussi participer à la formation des personnels orientateurs qui sont dans les différents centres de la Ligue contre le cancer. Et j'ai dirigé de nombreux séminaires à leur attention pour justement leur parler de la façon d'appréhender ce type de problème. Parce que très souvent, la racine du problème, elle se trouve aussi dans le corps médical, c'est-à-dire dans le comportement de l'oncologue,
qui a souvent une position qui est très radicale et parfois infantilisante aussi. Alors je ne veux pas non plus taper sur des praticiens qui font souvent vraiment le mieux qu'ils peuvent et en même temps qui sont souvent vraiment très dévoués, comment dire, à leurs patients. Mais en même temps, c'est une réalité sociétale. Donc on ne peut pas la nier. Il y a une alternative quelquefois lorsqu'on a des pathologies qui viennent juste d'être découvertes. C'est établir un contrat sur une durée qui est très courte, dans laquelle on entreprend un autre type de traitement, mais en insistant bien sur un point, c'est ça ne pourrait que sur une durée très limitée. Et en général, une durée courte. Par exemple, dire, on va faire quelque chose, mais il faut que sur 3 semaines, on ait une modification radicale de votre état de santé et de votre lésion pour qu'on continue. Et ce que je voudrais à ce moment-là, c'est que vous ayez d'une façon régulière toute la partie diagnostique qui soit suivie quand même par un service d'oncologie. Je pense à un cas particulier. Je ne voudrais surtout pas que ce que je vais vous exposer, vous le preniez comme un cas d'école. Et je ne voudrais pas non plus qu'il y ait une tendance à généraliser ce type de résultat parce que ce n'est pas du tout l'intention des propos. Il y a un certain nombre d'années, ça fait plus de 20 ans, rencontré une patiente est venue me voir. Elle avait une 50aine d'années. On venait donc de lui dépister un cancer du sein. Je me rappelle encore à la palpation, on avait quelque chose qui ressemblait, je dirais, à un petit œuf de poule, avec une lésion très fixe, des ramifications dans les tissus. Enfin, on avait déjà la palpation. C'était pas très rassurant. Bien entendu, elle avait été examinée donc, par un service hospitalier. Et on lui avait dit, dans cette situation-là, alors à cette époque, malheureusement, compte tenu de la taille de la lésion et compte tenu de son ancrage comme une pieuvre dans les tissus, il est extrêmement probable qu'on sera obligé d'enlever le sein. Cette personne donc avait quitté l'hôpital et est venue me voir en me disant, dans tous les cas, je n'accepterai pas de perdre un sein. Donc si vous ne voulez pas me prendre en charge, j'irai voir quelqu'un d'autre jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui me prenne en charge. Et si personne ne veut me prendre en charge, eh bien tant pis, j'attendrai sans prise en charge. Alors c'est une situation compliquée quand on a une position qui est aussi radicale. Parce que, bien sûr, on peut très bien dire déontologiquement, moi j'ai pas envie de me retrouver dans une affaire comme celle-ci. C'est évidemment très inconfortable. Mais en même temps, il faut aussi penser aux patients. Pas simplement penser à sa propre situation morale ou éthique. Qu'est-ce qui va se produire derrière? Alors je lui ai dit, écoutez, on ne peut pas, comment dire, mettre une partie de votre corps et la totalité de votre existence en balance. Alors je comprends en même temps, comment dire, le désarroi dans lequel vous vous trouvez actuellement. Alors ce qu'on va faire, je vais vous proposer un traitement, et c'est quelque chose, si vous voulez, que j'ai vraiment mûri, parce que c'est pas une chose qui est facile à... pas une décision facile à prendre. Je vais vous proposer un traitement, mais je vais vous le donner seulement sur 15 jours, avec une dose forte. Et dans 3 semaines, le temps que vous récupériez le traitement, je veux absolument que vous reveniez me voir avec une mammographie
de contrôle et qu'on puisse tout de suite voir s'il y a eu déjà une évolution de la lésion elle-même. S'il n'y a pas d'évolution de la lésion, je veux qu'on soit d'accord sur le fait que vous accepterez la prise en charge chirurgicale. En quelque sorte, établir un contrat. Si il y a une nette amélioration, alors on réévaluera le traitement. Bon. À cette époque, donc ça fait même un peu plus de 20 ans, il était très compliqué d'avoir certaines formules de pharmacopée. J'ai dû passer par mon frère que je connaissais en Angleterre. Et donc j'ai fait préparer une formule qui est Coetio Fulling-1. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font de la pharmacopée parmi vous. Bon, c'est pour savoir si je passe du temps à expliquer pourquoi, chaque drogue, etc. ou pas, parce que s'il y a personne qui sont... Voilà. Coetio Fulling-1, c'est une formule qui est spécifique des stases de sang. Je vais vous expliquer à quoi ça sert quand même. Les stases de sang, c'est une formule du Tsinkoyolwe, un traité de Zanzonting, l'un des plus grands médecins d'histoire, qui date de l'an 200 après Jésus-Christ. Donc c'est une très ancienne formule, sur laquelle on a beaucoup de recul. Et cette formule, elle est puissante pour évacuer les stases de sang, soit de l'utérus, soit des seins. Elle a été largement explorée dans le cas de cancer du sein d'un certain type, je vais vous dire de quel type après, particulièrement par la médecine japonaise, dans le Kampo. Vous pouvez juste noter le... Oui, GUI, ZHI, Coetio, c'est le nom du noir, Fulling, FULING, Van, WAN. Alors, donc, on l'utilise lorsque on a un type de lésion bien précis, avec un ensemble de symptômes, douleur, enfin tout un ensemble de choses pour un type de patient donné. C'est-à-dire que c'est essentiellement, bon, c'est surtout performant dans les cancers du sein de la période de la ménopause. Donc, la patiente correspondait très bien au tableau en question, et donc je lui fais parvenir directement donc, les pilules donc issues de cette pharmacie anglaise. Elle a pris le traitement pendant 15 jours, tous les jours, à la dose assez importante que je lui avais donnée. Puis elle est allée faire sa mammographie et elle est revenue me voir. Sur la mammographie de contrôle, aucune trace d'aucune lésion des slabs. En 15 jours. En 15 jours, 3 semaines en tout. Je lui ai dit, bon, on va faire une chose, c'est que vous allez faire, vous allez dans un autre sens. Il m'a dit, vous savez, j'ai montré ça à mon oncologue, qui a poussé des cris, machin, qui a fait des bonds sur sa chaise, et qui a dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie, il y a eu une inversion, comment dire, des images, etc. Donc, il faut absolument que vous alliez faire ça, refaire, comment dire, une mammographie. Alors, je lui ai dit, bon, bah, c'est un très bon conseil, vous allez aller refaire une mammographie dans un autre hôpital. Et refaire une mammographie dans un autre hôpital. La mammographie est revenue exactement avec le même résultat. Elle a été renvoyée vers un centre parisien à Villejuif pour refaire un examen complet. Je lui ai dit, vous allez carrément y aller en disant, c'est une personne qui venait de l'étranger, en disant, on m'a dépisté un cancer du sein, c'était Pologne, en Pologne, je voudrais, comment dire, une prise en charge de ce cancer qui se trouve à tel endroit. Voici, comment dire, l'image initiale qu'on m'a faite, et j'aimerais donc que vous puissiez me prendre en charge pour ça. Je veux avoir la réponse qui va vous être donnée. Et elle est revenue donc avec un dossier sur lequel il était mentionné assez paradoxalement plus aucune trace de lésion décelable. C'est une patiente que j'ai continué à suivre pour de multiples autres raisons jusqu'à aujourd'hui et qui n'a jamais eu, bien entendu, la moindre récidive. On est dans un cas qui est très particulier.
Tu avais une anapathe de la Pologne? Oui. Il n'y a pas de problème sur le diagnostic. Donc, bon, on a des cas comme ça en médecine chinoise. Ça correspond à la première catégorie. Mais encore une fois, je me répète, ne prenez pas ça comme un cas d'école. D'accord? Simplement, si jamais il n'y avait effectivement eu aucune amélioration ou une amélioration insuffisante, j'aurais interrompu le traitement et j'aurais assisté avec la dernière énergie pour qu'elle retourne vers son service d'oncologie, qu'elle soit prise en charge pour une intervention. En cas de résultat partiel, tu aurais poursuivi comment? La question est plus compliquée et je me suis beaucoup interrogé pendant les 3 semaines avant qu'elle ne vienne en me disant justement qu'est-ce que j'allais faire. Et là, je pense que j'aurais sans doute tenté d'entrer en contact avec son oncologue. Oui, mais au niveau de toi, imaginons, on est toujours dans le même scénario. On va prendre une hypothèse, c'est une hypothèse, oui. 50% d'amélioration au bout de 3 semaines. Toi, tu tentes quoi? À ce moment-là, j'aurais poursuivi le traitement, bien entendu. Tu as toujours le refus de la patiente, tu as toujours pas de prise en charge oncologique. Tu tentes le coup. Je pense que j'aurais continué le traitement, mais j'aurais insisté quand même pour qu'il y ait un suivi par un service d'oncologie hospitalier classique. Et en essayant de discuter avec l'oncologue, ça m'est arrivé dans des situations, dans ce genre de situation, et lorsqu'il y a une amélioration qui est extrêmement flagrante, lorsque je travaillais à la faculté de médecine de Lausanne, j'ai eu un chef du service de pédiatrie, d'oncologie pédiatrique, qui m'a demandé de venir un jour parce qu'il y avait un patient, un jeune patient de 4 ou 5 ans avec un gliome qui était assez sévère et pour lequel les options thérapeutiques étaient très limitées, impossible à opérer. Et c'est les parents qui avaient demandé, qui avaient dit, écoutez, vous n'avez pas beaucoup de solutions proposées à votre fils, est-ce que vous accepteriez qu'il soit pris en charge par la médecine chinoise tout en étant sans être en rupture avec le médecin? Comme moi je travaillais à ce moment-là à la faculté de médecine, il a demandé, mais vous connaissez quelqu'un? Et ses parents avaient entendu parler de moi. Moi je ne les connaissais pas en fait. Et bon, je ne sais pas de quelle façon il l'avait connu. Et donc, donc lui m'a passé un coup de téléphone, et il m'a dit, voilà, j'ai un patient de votre truc, est-ce que vous accepteriez qu'on le voit ensemble, et puis de voir quelle solution thérapeutique pour y proposer. Donc, comme je donnais des cours au CHU, je n'ai pas eu beaucoup de chemin à faire, donc je suis allé en service d'oncologie pédiatrique, et on a vu cet enfant ensemble. Donc là, on est dans une situation qui est, je dirais, relativement normalisée. D'accord ? Voilà. Et l'intervention s'est assez bien passée parce que j'ai donné un traitement aussi de pharmacopée chinoise. De toute façon, là, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas d'option, il n'y avait pas d'alternative. Ce qui était possible avait déjà été tenté. Et il n'y a que la pharmacopée qui permet d'avoir la puissance, en termes de puissance, oui. En termes de quoi? L'acupuncture fait là-dessus. Enfin, là, j'ai même pas tenté. Quoi. Et dans les pharmacopées, il n'y a jamais de problème avec les chimiothérapies? Oh, ben, il peut y en avoir, bien sûr. Il faut là, il faut connaissance de la pharmacopée, bien entendu. Hein. L'exemple en question, par exemple, de cet enfant, l'oncologue, moi j'ai discuté, je lui ai dit quel est votre pronostic. Il m'a dit mon pronostic c'est moins de 3 mois. Pour nous, il est terminé. Quoi. Donc, et c'est pour ça que ça ne pose aucun problème que vous tentiez n'importe quelle option thérapeutique, sauf à ce qu'elle soit désastreuse pour sa santé à court terme. Comment? Pour son intégrité. Oui, voilà. Et le traitement a été pris. Je sais que l'enfant a pu reprendre normalement sa rentrée, c'était au mois de février-mars, il a pu reprendre normalement sa rentrée scolaire, donc en septembre. J'ai eu des nouvelles de lui encore pendant 1 an après,
Et ensuite, j'ai plus de nouvelles. Et l'oncologue m'a dit bon, bah, écoutez, je marque ça pour les annales de l'oncologie pédiatrique parce que je n'ai jamais vu un gliome il avait un gliome du tronc cérébral, j'ai jamais vu une réduction et une récupération de ce type de lésion aussi rapidement. Bon, donc ça c'est aussi un cas qui s'est bien passé. Mais encore une fois, il y a de nombreuses situations où ce n'est pas aussi optimiste que ça. Donc ça, ce sont les cas où la médecine chinoise est le traitement principal. Deuxième situation, le plus courante, les patients sont en cure. Ils vont commencer une cure, ou ils sont déjà en cure de chimiothérapie, radiothérapie, où ils ont été opérés, etc. Ça représente 90% des gens, des patients que je vois. Soit parce que c'est leur oncologue, quelquefois directement, qui les a adressés à moi. Et dans ce cas-là, c'est la meilleure situation. Parce qu'on peut réfléchir et discuter ensemble des stratégies à adopter. Bon. Et dans ce cas-là, la médecine chinoise est utilisée en tant que traitement complémentaire. En général, dans ces situations, la pharmacopée chinoise est utilisée en très grande proportion, mais l'acupuncture peut avoir sa place. Pourquoi? Parce que dans de nombreuses situations, par exemple, si la chimiothérapie fonctionne bien, en fait, on va surtout agir sur deux choses, c'est-à-dire sur les effets indésirables. Alors, ça peut être les troubles digestifs, nausées, vomissements, troubles du transit. Ça peut être quelquefois dans certains cas, sur la chute de cheveux, qui est aussi un problème pas tout à fait négligeable, mais c'est très souvent aussi sur le maintien, toutes les tentatives pour maintenir la formule sanguine. Qui est le plus gros problème, en fait, c'est pas simplement parce que pour le confort du patient, mais parce que ça oblige quelquefois à interrompre le traitement. C'est-à-dire qu'on est toujours sur cette espèce de corde raide où le traitement quelquefois est efficace, mais malheureusement on ne peut pas le poursuivre parce qu'il faut attendre que le patient se récupère. Et alors il se récupère, alors il remonte comme il peut, bon, et puis hop, de nouveau on est reparti dans la chimiothérapie, alors là on a de nouveau une attaque de la lésion, mais en même temps, au bout de 15 jours, il faut que le patient se récupère à nouveau, etc. Alors ce système en dents de scie, il est évidemment, il présente pas mal d'inconvénients. Si on arrive, et c'est le cas dans un certain nombre de patients, à maintenir la cure de chimiothérapie avec pas ou peu d'effets indésirables, on a en général une force de frappe qui est très importante. C'est-à-dire que l'oncogénèse n'a pas le temps de se reconstituer en fait. Donc on peut massacrer en quelque sorte, pilonner la lésion d'une façon continue. Donc ça c'est un élément important. Alors la pharmacopée sur ça, elle joue sur deux plans. Enfin je dirais même elle joue sur trois plans. Premier plan, l'intendance, c'est-à-dire soutenir toutes les énergies saines du corps. Quand je dis intendance, c'est par rapport au traitement d'attaque, comme dans une armée, si vous voulez. Bon. Donc ça veut dire l'état du qi et du sang, les liquides organiques, l'appétit, bref, tout ce qui relève de ce qu'on appelle Junqi, énergie saine. Deuxièmement, deuxième action, participer quelquefois à l'action. Alors c'est souvent sur une toute petite proportion, mais moi j'ai l'habitude de mettre toujours une ou deux drogues qui vont potentialiser l'action d'attaque de la chimiothérapie. Parce qu'elles agissent par d'autres biais et parce que je dirais que ça va être c'est prendre l'ennemi en sandwich entre plusieurs actions stratégiques. Est-ce que tu as un exemple? Oui, bien sûr. Par exemple, lorsqu'on est au stade où la maladie relève d'un feu toxique, chaleur toxique. La chimiothérapie donc fait un certain nombre de choses, mais on a des drogues qui sont très performantes. Je pense notamment par exemple dans les pathologies digestives, intestinales. On a des drogues comme Baihuash Shuzao,
Aeroaceae, c'est une plante, et qui a une action pour clarifier la chaleur, éliminer la toxicité, et une action qui est antimitotique, et une action donc anticancéreuse qui est connue depuis très longtemps. Banlanken est aussi une autre drogue, c'est issu d'une forme d'indigotier, qui a aussi une fonction de cette nature. Voilà, ça ce sont des exemples de drogues qui sont fréquemment utilisées. Mais si le patient est sous chimiothérapie, on ne peut pas avoir une formule qui est constituée uniquement de ce genre de drogue. Elles doivent être simplement, je dirais, 10% de la formule. Il faut, sur 70%, soutenir le terrain, et ça on le fait en général avec des formules qui sont des toniques généraux sur le qi, le sang, le yin-yang, les liquides organiques. Et après on ajuste selon le patient, évidemment. C'est un homme, une femme, l'âge, enfin, etc. Le troisième aspect dans la formule, c'est sur les symptômes spécifiques. C'est-à-dire que ne couvrira pas la chimiothérapie. Alors quelquefois, il y a des traitements de médecine occidentale qui les couvrent. S'ils sont performants, ben, tant mieux. S'ils ne sont pas performants, ben, alors ça veut dire que ce sont à la fois les effets indésirables du traitement, mais aussi de la maladie. Hein, les douleurs, les troubles du transit, l'insomnie, enfin, etc. L'acupuncture. Alors l'acupuncture, elle est peu performante pour attaquer la tumeur. C'est même un peu compliqué. Alors ça, je pourrais vous expliquer juste après pourquoi, en vous expliquant comment fonctionne l'acupuncture en oncologie. En fait, le principe de l'acupuncture, c'est essentiellement une régulation du mouvement. L'acupuncture n'est donc pas très performante pour concentrer son action sur un point en évitant de mobiliser. L'acupuncture n'est pas performante, par exemple, pour rassembler ou concentrer quelque chose. Et elle n'est pas non plus très performante dans les grands vides. Quand les patients sont amaigris, quand ils n'ont plus d'appétit, etc., ce sont même des contre-indications à l'acupuncture, même en dehors de l'oncologie. Alors donc du coup, on se trouve dans des situations où c'est pas vraiment. Par contre, l'acupuncture est très performante quand on limite le nombre de points et qu'on s'adresse uniquement à un symptôme. Par exemple, nausées et vomissements. 36 estomacs, 6 enveloppes du cœur. C'est une combinaison classique qui est expérimentée dans de nombreuses études. Mais on peut aussi en avoir sur d'autres aspects, qui peuvent être par exemple le transit, donc qui peuvent être des vertiges, l'insomnie. Par exemple, sur l'insomnie, l'acupuncture peut aussi être très performante. Donc voilà, donc pour l'acupuncture, action sur les symptômes spécifiques. Après, les autres thérapies, elles viennent vraiment en complément. Donc ça veut dire par exemple modification alimentaire ou diverses pratiques, telles que des pratiques de Qigong, etc. Qui peuvent, mais elles sont toujours en fait quand même orientées vers le renforcement du terrain, Fujian. Ce ne sont pas des pratiques qui sont destinées à attaquer la lésion. Après, on a la troisième catégorie de patients dont j'ai parlé, ce sont les patients qui sont en fait en bonne santé. Ça veut dire en rémission depuis un certain temps, ou alors des patients qui sont suspectés d'être potentiellement atteints par des cancers qui ont une forte connotation génétique. Donc le patient n'a rien, mais en même temps, il y a déjà 5 personnes dans sa famille qui ont le même cancer. Alors, je pense notamment à certains types de cancer du côlon qui ont une très très forte connotation génétique. Voilà. Alors, c'est compliqué parce que, et pour lesquels on a malheureusement comme option souvent que l'exérèse. Et alors c'est très compliqué parce que quand vous avez une personne qui a un cancer des gros intestins et à qui on dit
bah, il va falloir procéder à l'exercice, c'est déjà pas drôle à entendre. Quand vous avez un jeune de 17 ans qui n'a absolument aucun symptôme, et à qui on dit par exemple, eh bien là, la seule option, ça va être l'éclorèse d'une partie de l'intestin ou voire de la totalité de l'intestin, c'est évidemment pas facile à entendre. Et beaucoup de ces patients, en fait, échappent en quelque sorte au corps médical. Moi, j'en ai eu un certain nombre en traitement, parce qu'ils disent, non mais quel est ce délire, quoi. Mais parce que, attends, je comprends pas bien. Il n'y a aucune manifestation. Qu'est-ce qui pousse à faire l'éclairage? Parce qu'on a des types de cancers pour lesquels on a 100% d'évolution vers le cancer, mais on ne sait pas forcément quand, ni à quelle rapidité. Mais il y a quelque chose sur l'intestin. Quelquefois, on a comment dire, un intestin qui est très polypeux, etc., mais ce n'est même pas toujours le cas. Ah ouais. Alors ça, c'est un vrai problème. Je ne veux pas rentrer entièrement dans cette question-là. C'est un vrai problème parce que ça concerne une maladie bien circonscrite. Hein. Ce n'est pas pour l'ensemble des tumeurs qu'on a ça. Mais pour laquelle le traitement est un traitement qui est assez lourd, très intrusif, et qui est mis en place même lorsqu'il n'y a pas la maladie. C'est ça qui me Parce que si c'est une information génétique, ça se situe au niveau de l'ADN, pas au niveau de l'organe. Ils considèrent qu'enlever l'organe, c'est potentiellement ne pas voir apparaître la maladie? Non, mais parce que le problème qui se pose, c'est que quelquefois, l'évolution de la pathologie est extrêmement rapide. Donc elle peut évoluer d'une façon qui est très pessimiste. Et le patient, on ne sait pas exactement à quel moment, mais on ne peut pas examiner le patient toutes les semaines non plus. Oui. Donc c'est très compliqué et quelquefois le choix ou l'orientation thérapeutique va dans ce sens. Et bon, on est dans un cadre très particulier. Voilà donc pour la place globale, déjà sur cette question, est-ce que ça vous paraît à peu près clair, cette répartition? Oui. Juste parce que, en fait, par rapport à vous, à votre pratique, ce qui me perturbe le plus, c'est que nous, en tant que médecin, on ne peut pas utiliser la pharmacopée, mais il y a d'autres façons actuellement pour le faire en France. Mais vous n'êtes pas embêté entre la naturopathie qui prend une place monstrueuse, la pharmacopée chinoise et la chimiothérapie. La médecine chinoise, là-dedans, la pharmacopée chinoise arrive à avoir une place avec tous les effets secondaires des uns et des autres. Mais j'aime pas la question de naturopathie. Moi, je ne suis pas naturopathie. Ouais, mais les gens, ils cachent à leur oncologue autant qu'ils vont voir un acupuncteur qu'ils vont voir un naturopathe. Et souvent, c'est des acupuncteurs homéopathes, naturopathes. Moi, je sais, je suis à l'hôpital tout le temps, donc c'est tout le temps ce que je vois. Et en fait, nous, à l'hôpital, on manie que les aiguilles parce que c'est la législation en France qui est comme ça. Mais on sait que les gens prennent des probiotiques, Oui, je sais. Et voilà. Alors là, il faut faire... Comment ça, c'est vous l'objet de l'eau. arrivez-vous à savoir la toxicité, vous voyez, les effets secondaires entre... Est-ce qu'on a le droit de mettre les mêmes molécules de pharmacopée, quelle que soit la chimiothérapie? Non, mais moi je... Un 5-FU, est-ce que ça... Non, mais je ne donne jamais de traitement sans savoir exactement quel est le protocole de chimiothérapie. D'accord. Et évidemment, cisplatine ou autre chose, ce n'est pas du tout le même traitement de pharmacopée. Donc bien entendu, là on est complètement à l'aveugle. Donc et puis il y a des traitements par exemple que je ne donne qu'entre les cures. Il y a des traitements au contraire qui doivent être pris pendant la cure. Alors, là, c'est pour ça que je vous ai posé la question avant, est-ce que vous faites de la pharmacopée chinoise? Mais si vous voulez, je peux rentrer plus dans les détails de ça, mais simplement c'est technique, quoi. Et en ce qui concerne les autres traitements, alors c'est vrai que moi aussi j'ai des patients qui viennent, ils ont des huiles essentielles, ils ont des trucs, etc. Alors moi j'ai discuté avec eux, je leur explique la chose suivante, je leur dis, vous savez, vous avez un traitement A qui est efficace, vous avez un traitement B qui est efficace, vous les mettez ensemble, vous pouvez avoir une efficacité des deux. Donc vous ne pouvez pas jouer sur autant de tableaux à la fois. Moi je connais la molécule que vous allez, qui va vous être administrée à l'hôpital. Je connais la pharmacopée, je peux aller jusqu'au stade où on combine les deux, mais je ne peux pas aller au-delà de ce stade-là.
Alors après, il faut nuancer aussi. Si la personne prend des vitamines, on va lui interdire de prendre des vitamines. Si la personne prend du magnésium, on va lui interdire de prendre du magnésium. Et il faut aussi faut pouvoir faire la part des choses entre ce qui est vraiment médicamenteux et ce qui est quasiment de l'alimentaire. Si la personne me dit, mais même quelquefois sur le plan alimentaire, je suis amené à devoir réajuster les traitements parce qu'on a parfois des protocoles, notamment en naturopathie, vous avez raison de le dire, hein, je ne dis pas ça pour taper sur quoi que ce soit, mais qui sont, qui me laissent perplexe, quoi. Et lesquels, qui sont non seulement d'un niveau extrêmement contraignant, mais aussi extrêmement restrictif. Et à des moments où le patient n'a pas vraiment besoin de perdre 20 kilos. Ouais, c'est toutes ces médecines qui font que c'est... Alors après, si vous voulez, je vais vous dire, je vis, je comprends ce que vous faites allusion, parce que moi-même, je vis ce genre de situation. Mais juste, je vais vous donner juste un exemple. Nous, on est en train de voir à l'hôpital, dans les cancers du côlon qui sont en chimiothérapie, plein d'abcès, parce que les gens, ils prennent des probiotiques, il y a plein de probiotiques qui sont super, mis par des naturopathes pour la flore après les chimios, mais il y en a plein où il y a des bacilles qui font que ça flambe des septicémies intestinales. Et voilà, et en fait, donc ce qui fait que le corps médical, qu'est-ce qu'il fait? Il dit niet à tout. Il dit non à toutes sortes de médecines complémentaires. Et on n'arrive même pas à dire que c'est complémentaire à ce niveau-là. Oui, je sais bien, et c'est très compliqué parce que c'est le plus souvent, le préjudice se fait, comment dire, en direction des praticiens les plus compétents et qui pourraient être utiles. Puis il y a le patient au centre, c'est pour ça que la pharmacopée, moi ça m'interroge énormément par rapport à sa place en France dans la prise en charge du cancer. Il faut lui trouver une place. Oui, mais c'est ça qui est le plus performant. Parce qu'elle est pas, c'est ça qui marche le mieux. Ah, c'est pas photo. Il n'y a pas photo. Si vous voulez, en Chine, on a quand même un recul avec un nombre de personnes quand même assez conséquent. Dans l'étude que j'avais menée sur 5 ans, je connaissais ma pratique, j'ai travaillé en service de médecine interne, donc je voyais quand même un certain nombre de patients avec différentes maladies cancéreuses. Hein, mais dans l'étude que j'ai faite, qui est donc externe, comment dire, au service dans lequel j'ai travaillé, pour pouvoir voir ce qui se faisait ailleurs en Chine, d'accord, on est toujours dans les mêmes schémas, c'est-à-dire que j'ai vu seulement un centre où il y avait une praticienne qui faisait de l'acupuncture. Tout le reste, le total, c'est de la pharmacopée. Donc là, si on enlève ça, là, il ne reste rien, si vous voulez, pour dire les choses très clairement. Enfin, ici, il reste pour, je ne sais pas, comment dire, pour, comme je disais, favoriser le sommeil, pour, voilà. Dans les soins de confort, pratiquement, oui. Mais on ne peut pas compter dessus pour que ce soit performant pour vraiment lutter contre la maladie. Alors c'est très compliqué parce que moi j'ai aussi des patients qui viennent me voir, qui me disent, voilà, j'ai dit à mon oncologue, parce que moi j'insiste beaucoup sur ça, je leur dis, est-ce que vous en avez parlé avec votre oncologue, est-ce qu'il sait que vous avez un autre traitement par ailleurs? Parce qu'à la fois je suis aussi un scientifique, je respecte les protocoles, et je trouve aussi détestable qu'on monte toute une usine à gaz pour faire un protocole qui soit faussé sans que personne ne le sache. Donc intellectuellement, ça me dérange, si vous voulez. Et là, ça dépasse le cadre du patient. C'est un problème de principe. J'ai différentes catégories de réponses. Il y a des oncologues qui ont des positions très ouvertes, qui disent, ben oui, très bien, il n'y a aucun problème, mais par contre, on aimerait bien, au contraire, pouvoir rentrer en contact, etc. Et à ce moment-là, les choses se passent très très bien. On a la deuxième catégorie d'oncologues qui disent, faites ce que vous voulez, de toute façon, peu importe. Non, en réalité, c'est-à-dire peu importe que vous mâchiez du chewing-gum ou vous preniez de la pharmacopée chinoise, c'est pareil. Donc, moi, je m'en fiche, de toute façon, ça ne sert à rien. Si vous avez envie de perdre votre temps, c'est votre affaire. Alors souvent avec un côté très paternaliste aussi et très... bon. Alors, le plus souvent, les patients, très simplement, ils n'en discutent plus avec lui. Ils ne veulent pas aller jusqu'au conflit. Mais à partir du moment où il a dit qu'il s'en foutait, bon, il s'en fout, donc on fait du côté médecine chinoise, on analyse ce qui se passe en médecine occidentale et on ajuste la médecine chinoise par rapport à ça, et puis du côté médecine occidentale, il fonctionne en aveugle. Et ça, c'est un choix idéologique qui a été pris par le praticien à ce moment-là.
Et on ne peut pas aller plus loin que ça. Et puis on a carrément des personnes qui disent hors de question, comment dire, qu'il y ait n'importe quoi d'autre, etc. Alors là c'est un problème évidemment, parce que lorsqu'au moins son traitement est efficace, performant, etc., c'est moindre mal, mais quelquefois c'est aussi cette attitude alors que le traitement est totalement inefficace. Et là ça conduit souvent à la rupture avec le patient. Mais bon, là moi je ne peux pas m'immiscer, ce sont les décisions du patient. Mais en tout cas, c'est certain que le point sur lequel j'ai le plus insisté, chaque fois que je suis intervenu dans des instances comme l'Institut national du cancer ou la Ligue contre le cancer, c'est si on veut qu'il y ait de la transparence, il faut de l'ouverture. La fermeture n'empêchera absolument pas le patient de faire les choix qu'il veut faire. On n'est plus dans les années 60 où le médecin avait une autorité morale, etc. Et quand il disait une chose, toute la famille respectait ça avec une foi, on dirait inébranlable. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet. Le patient, quand il revient de chez son oncologue, il est sur Doctissimo, sur machin, il connaît souvent mieux, comment dire, les statistiques et les machins que son oncologue même. Et donc on ne peut pas se permettre de lui dire non, vous allez faire ça, point barre, sans discuter, etc. Ça ne marche plus. Et à partir du moment où le patient a l'impression qu'il y a le moindre début de conflit, il a un fonctionnement qui est très simple, il a le fonctionnement de la fuite. Et la fuite, ça consiste à ne plus aborder la question. Donc ça veut dire que l'oncologue ne saura jamais ce que le patient va prendre. Donc l'option, il n'y a pas 50 options. Il n'y a que l'option de l'ouverture. Alors après, c'est très compliqué, parce qu'évidemment, l'option de l'ouverture, on voit aussi, et je vais être très clair avec vous, sur le nombre de praticiens de médecine chinoise que je connais en France. Je ne les connais pas tous, mais je sais qu'il y en a, en tant que président du conseil académique, je sais qu'il y en a plusieurs milliers, puisqu'ils ont été recensés. Si moi-même j'étais oncologue, je ne serais pas forcément très rassuré par la prise en charge du patient par les 8000 personnes. Alors il y en a qui ont le bon sens de ne pas prendre en charge certains patients, et il y en a qui n'hésitent absolument pas. Je vais vous citer, ce que je vais vous dire, ça me met hors de moi. Mais on est dans une discussion, on communique. Donc j'ai une personne qui m'a appelé parce que justement elle avait trouvé mon nom par le biais du conseil académique, etc. Bon, Internet. Elle me dit bonjour, voilà, je voudrais vous poser une question. Ma fille, souffre d'un. Alors elle avait au départ quelle était la lésion primitive, je ne me souviens plus, mais elle avait une métastase pulmonaire et hépatique. Elle est prise en charge par tel service d'oncologie, elle doit refaire une cure de chimiothérapie, la situation n'est pas très facile, pour nous c'est très difficile, etc. Et il se trouve que nous sommes donc allés voir une dame qui fait de la médecine chinoise. Et on voulait savoir, on voulait avoir votre avis, parce qu'on est un peu étonné de la réponse qu'elle nous a faite. Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas, dites-moi, je donnerai mon avis. C'est toujours très compliqué de se trouver à l'interface entre un autre praticien et... Il dit, ben voilà, elle nous a dit tout simplement, vous arrêtez tout contact avec l'hôpital, et, moi je vais vous donner un traitement, et le traitement, j'ai déjà soigné une patiente qui avait les mêmes problèmes que vous. Quand j'entends ça, si vous voulez, ça m'amuse toujours, mais enfin bon, ou ça me désespère, qui avait les mêmes problèmes que vous, qu'est-ce que ça veut dire, enfin bon. Et qui, qui est guéri, et donc je peux complètement vous prendre en charge, etc. Alors, au départ, je ne savais pas donc qui était cette personne, donc j'ai une position 2, j'ai dit, écoutez, alors je ne connais pas le dossier de la patiente, je ne sais pas qui est la praticienne que vous avez vue, mais la réponse que vous avez eue me paraît extraordinairement étonnante. Même à supposer que vous ayez affaire à quelqu'un qui est une praticienne qui est brillante, qui est géniale même. Comment est-ce qu'elle va prendre en charge concrètement votre fille?
Et elle va la voir une fois par mois, et puis le reste du temps, s'il y a un problème. S'il y a un problème urgent, c'est elle qui va assurer, comment dire, cette urgence à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Alors, la mère me dit, ben justement, c'est ça qui nous fait peur. Et alors, le problème, c'est que ma fille, une fois qu'elle a entendu ça, comme elle n'était pas chaude pour faire la chimiothérapie, parce que chaque fois c'est très éprouvant pour elle, qu'elle est épuisée, qu'elle en sort avec des tas de trucs, que machin, qu'elle a perdu ses cheveux, qu'elle vomit tripes et boyaux. Donc, elle est très contente d'avoir entendu ça. Alors je dis, bon, je trouve ça, moi en tout cas, je lui ai dit très clairement, je lui ai dit, je pense que déontologiquement, ça c'est une faute. Et je ne connais pas de bons praticiens de médecine chinoise qui auraient fait ce genre de réponse. Maintenant, voilà, il faut que vous réfléchissiez vous-même. Je vous ai donné un certain nombre d'arguments, et si vous estimez qu'en adressant à votre fille, je peux plus facilement lui communiquer ce que je viens de vous dire, je suis disposé, elle peut m'appeler quand elle veut. Et la dame m'avait dit à la fin, quand même, le nom de la praticienne. Une personne que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Par curiosité, je l'ai googlisé. Disant qui est cette personne que je ne connais pas. On est quand même un petit nombre. Hein. Donc, je veux dire, je sais à peu près qui est qui dans le domaine de l'approche, comment dire, du cancer en médecine chinoise. Donc, j'avais jamais rencontré cette personne. Elle avait un très joli site internet dans lequel elle faisait 3 types de prestations. Esthéticienne, prise en charge, comment dire, alimentaire pour les personnes souffrant de surcharge pondérale, et médecine chinoise. Il y avait une présentation de la dame en question qui avait fait une formation au départ de Reiki, puis une formation par correspondance donc dans une école de médecine chinoise. Elle avait même publié plusieurs vidéos YouTube. J'en ai regardé le début d'une. On va aller beaucoup plus loin. Mais en fait, là, je me suis dit, on a vraiment affaire à de la criminalité. Pour dire les choses très clairement. C'est-à-dire que le discours qu'avait cette personne, est-ce qu'on pouvait trouver sur son site, son niveau de formation en médecine chinoise était extraordinairement précaire. Les traitements. Alors je lui ai demandé aussi quel est le traitement que. Parce que lui ai proposé un traitement. Quel est le traitement qui vous était proposé? Le traitement, c'était des pilules toutes faites, qui sont proposées par un laboratoire, généralement en automédication. Donc il n'y avait même pas eu de traitement ajusté, il n'y avait aucune prise en charge. Je lui ai demandé est-ce qu'elle a vu son dossier, par exemple. Regardez son dossier, non, elle n'avait pas besoin de le voir. Alors, ma conclusion, si vous voulez, ça a été fuyer autant que faire se peut, et puis essayer de parler avec votre fille, puis d'essayer de la raisonner, parce que là, à mon avis, elle part dans une dérive qui peut lui être fatale. Mais on rencontre aussi ce genre de choses. Vous voyez, je ne fais pas la promotion de la médecine chinoise quand je vous dis un truc pareil, mais en même temps, c'est une réalité. Alors, moi, ce que vous me dites, là, je le comprends parfaitement. C'est pas simple. S'il n'y a pas d'autres... Oui, il y avait une question, monsieur, excusez-moi. Oui, deux petites rapides. Je pense que d'ailleurs, la première, vous y avez répondu en partie. Oui. La première question, c'était comment prescrire des plantes pendant une chimio quand on n'a pas les compétences en biomédecine pour comprendre le fonctionnement de la molécule. La molécule de ce qu'il y a dans les plantes, vous voulez dire? Non, pas dans la chimio. C'est ça la complexité. La peur de ne pas... comment être sûr de ne pas inhiber l'action de la molécule. Ouais. Est-ce qu'un traitement peut être pertinent en médecine chinoise et aller à contre le traitement de médecine conventionnelle? Enfin, oui. En théorie, oui. On ne peut pas l'exclure. C'est pour ça qu'il faut connaître les types de chimiothérapie. Absolument. Moi, je connais les types de chimiothérapie. Je ne peux pas faire de la plante parce que nous, on est interdit dans ma législation. Et vous connaissez super bien les plantes. Enfin, en tout cas, ceux qui sont performants. Et c'est la plupart quand même des gens qui sont formés en médecine chinoise. Il y en a quand même beaucoup. Enfin, quelques-uns en tout cas qu'on pourrait référencer. La dernière formulation est intéressante. Enfin, il y a sûrement, comme nous les praticiens, on doit avoir un réseau. On pourrait faire un réseau pour travailler ensemble. Non, le problème qui se pose, on va le dire en termes simples, c'est que quand vous avez une personne qui travaille comme oncologue à l'hôpital, vous en avez des bons, vous en avez des moins bons, comme pour tout, comme pour les garagistes, comme pour n'importe qui. Bon. Mais il y a un minimum, si vous voulez.
sorte de minimum syndical pour pouvoir exercer dans ce contexte. C'est ce qu'il y a également en Chine. Vous allez à l'hôpital, la personne n'a pas pu faire 3 week-ends. Hein, et là, ça veut dire que c'est une formation en Chine, c'est 5 ans, 8 ans, 11 ans à plein temps. Mais on peut être ouvert aussi à des pratiques. Il y a beaucoup d'oncologues qui sont ouverts. Le problème, c'est que, les plantes, au niveau de la législation, c'est pas reconnu, donc ça, c'est le premier problème. La sécurité aussi d'origine, c'est un deuxième problème. Et le troisième, pour nous, du côté médical, c'est ce qui ressort toujours. Et la dernière chose, c'est que l'interaction entre la molécule de chimio, le CHOP ou le 5FU, ou ce qu'on va prescrire, et ce que d'autres peuvent faire, on a d'un côté comme de l'autre, on ne sait pas ce que ça fait ensemble. Il y a de réels sujets d'inquiétude. Et je dirais qu'il y a des sujets d'inquiétude, et des réels sujets d'inquiétude qui méritent vraiment d'être réfléchis. D'autres sont, je ne dis pas ça pour vous, hein, mais d'autres sont plutôt un peu imaginaires ou même névrotiques. Donc sur lesquels on peut carrément, on peut les mettre de côté. Je vous prends un exemple très simple. Vous pouvez parfaitement avoir des produits de pharmacopée chinoise qui ont été largement testés, qui sont aux normes ISO 9000, etc., qui sont utilisés dans un certain nombre de pays de la communauté européenne, qui sont, avec des chromatographies, donc sur le plan avec une traçabilité très précise, et donc il n'y a pas de problème spécifique quant à l'approvisionnement. Le problème, il est quant au choix de la formule. Il faut bien distinguer ces deux choses. Parce qu'après, le problème, vous l'aurez aussi, si la personne va s'acheter des pommes, combien elles ont de traitement, etc. Est-ce que, bon, et l'alimentation, les céréales du petit déjeuner, ou je ne sais pas quoi. Donc il faut bien discerner les choses. La chose, je veux dire, pour faire la réponse à monsieur, c'est qu'on ne peut pas aborder ça si on n'a pas quand même une formation spécifique aussi à l'oncologie médicale chinoise. Il y a un minimum. Médical chinois occidental. Oui. Donc ça, dans la médecine chinoise. Non, mais il faut la double compétence. Parce que si on ne comprend pas comment fonctionne le il faut une bonne compétence du côté de la discipline que vous pratiquez, et il faut un minimum de connaissances du côté de la discipline avec laquelle vous allez vous associer. Voilà, il est là le problème. Moi, je n'ai pas, par exemple, les compétences d'un chirurgien, je n'ai pas les compétences de radiothérapeute, je n'ai pas les compétences ils ont leur domaine spécifique, mais je sais quand même un peu comment ça fonctionne. D'où est issue votre compétence à identifier quelles plantes vont rentrer en conflit avec une chimiothérapie et quelles autres vont pouvoir être amies avec celle-ci ou travailler de manière parallèle? Alors, d'où géographiquement de Chine. Ok. Donc quand vous dites oncologie chinoise, en fait vous pensez à ça. C'est ça, ouais. Vous pensez à quoi? Je comprends pas. À la pharmacologie spécifique dans le cadre de la procédure. Ah oui, bien sûr, c'est de ça que je parle. Oui, non mais je pense qu'il y avait un... Ou alors il y a un malentendu, je ne sais pas compris la question. Le seul endroit où actuellement dans le monde on peut travailler main dans la main, c'est en Chine. Disons que d'une façon totalement institutionnelle. Mais moi j'interviens. C'est ce cas-là où nous, on pourrait aller se former. Si nous, on voulait aller se former. Oui, en France, on ne pourrait pas le faire en France. Une formation correcte en oncologie en France. Alors il y a des formations qui ont été mises en place au cours des 20 ou 30 dernières années. Mais elles sont peu nombreuses. Et en tout cas, on ne trouve pas ça forcément à côté de chez soi, c'est ça votre question. Mais il y en a effectivement qui ont été mises en place. Oui, je sais que il y a une personne, je n'ai jamais assisté à ce qu'il fait, mais qui est Christophe Andrew qui en a fait. Oui, mais je n'ai pas retrouvé, j'ai cherché, j'ai pas retrouvé. Il est interdit maintenant. Il était interdit, oui. Oui, voilà. Donc, et autrement, je sais qu'il y a eu des formations qui avaient été faites à un moment donné à l'époque, je crois, par le professeur Lemon Coquuen, et ça remonte à 30 ans en arrière, et c'est un peu obsolète. Christophe Andrew est un disciple de Léon Coquuen. Oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est pas vraiment un hospitalier, disons, Christophe, on le connaît bien, mais c'est pas... il est un peu en marche quand même. Et c'est pas très... Oui. Une fois qu'on a réglé les problèmes de traçabilité, d'origine, de double compétence, quelle est la principale difficulté que tu rencontres quand tu veux utiliser la pharmacopée dans la chimio?
Quand on a réglé ça, on peut dire que beaucoup de portes sont ouvertes déjà. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai mis de côté toutes les difficultés préalables. On est tranquille sur Après la difficulté... Dans ta pratique... Ah oui, bah alors après la difficulté, c'est de trouver, d'élaborer la formule de la façon la plus performante possible. Oui, mais une fois que même ça c'est fait... Ah bon oui. Alors après, bah... Dans la pratique... Par rapport aux oncologues, dans la pratique, quels sont les schémas difficiles auxquels tu te retrouves confronté dans l'association? En oncologie, il y en a très peu. Il y en a quelques-uns pour d'autres types de problèmes de santé. Par exemple, des patients qui ne supportent pas le goût, par de la décoction. Ils vont dire, ah, c'est infect, j'ai pas envie de prendre ça. Mais... Alors moi, dans ma tête, c'était en termes d'interaction entre les deux thérapeutiques. Est-ce que toi, tu rencontres en tant qu'utilisateur de la pharmacopée chinoise des spécificités de difficultés? Tu veux dire des effets indésirables comme ça? C'est ça que tu veux dire, non? Donc ça marche Oui, on va dire tes propres effets indésirables que tu arrives à vraiment cerner comme n'étant pas le fait de la chimiothérapie. Ah oui, ça peut arriver, bien sûr. Et puis, comme pour toute substance, on peut avoir des réactions individuelles. Le patient peut très bien avoir une intolérance à une des substances, il peut avoir, mais comme, qu'est-ce que tu veux... Mais tu n'es pas gêné par l'addition des effets secondaires des deux choses pour te dire c'est moi, c'est pas moi? En général, on a, on a pas mal de clés qui permettent d'évaluer ça. Lorsqu'il y a une ambiguïté, je sais quelle est à peu près la durée de demi-vie de l'action des formules que je donne. Donc à ce moment-là, je dis au patient, on fait une interruption, on fait une fenêtre thérapeutique de 2 jours, 3 jours. Généralement, c'est suffisant. Ça ne suffit pas pour anéantir les effets thérapeutiques, mais ça suffit pour pouvoir se rendre compte si, par exemple, je prends un exemple, patient qui dit depuis que je prends votre formule, j'ai des diarrhées, comment dire ça, voilà, ou alors bon, à ce moment-là, moi je dis très simple, on arrête. Faites une pause, vous me rappelez dans 3 jours. Alors, parce qu'il arrive très fréquemment que le patient dise je prends votre formule et j'ai des diarrhées. Et en fait, on se rend compte que le patient a une gastroentérite et qu'avec ou sans la formule, il avait quand même ses diarrhées. Alors quand on voit que quand il arrête la formule, puis que 2 jours après, il dit oui, alors j'ai des vomissements, j'ai de la fièvre, j'ai machin, j'ai des trucs, etc. Et puis que, 8 jours plus tard, c'est fini, et qu'il reprend le traitement et qu'il n'a plus du tout ses effets, on sait que ça n'avait rien à voir avec le traitement. C'est simplement une concomitance et non pas un lien de cause à effet. Le test de la règle contre le test de la reprise. Ça, c'est déjà un élément qui est essentiel. Parce qu'on a affaire à des substances qui, pour la plupart d'entre elles, peuvent s'arrêter à assez court terme. On n'est pas comme dans un traitement, je ne sais pas, de corticoïdes à haute dose, où il faut, ou de neuroleptiques par exemple, où c'est pas forcément évident de faire des ruptures, reprises. Donc on peut se permettre de faire ça en général avec la pharmacopée chinoise. Après, il faut identifier. Quelquefois, ça peut être simplement ajuster la dose. Parce que je peux très bien avoir, justement volontairement dans la formule, inclus par exemple une action qui était laxative ou purgative parce qu'il y avait des problèmes, il y avait un risque d'occlusion, parce qu'il y avait, etc. Et puis que ce soit un peu trop performant. Alors à ce moment-là, on modifie la dose. C'est de la pharmacologie de base, quoi. Oui, c'est-à-dire, à ce moment-là, je vais dire par exemple, vous ne prendrez que la moitié de la dose du matin, ou vous allez la répartir comme ça. Le moment, par exemple, la répartition aussi, dans certains cas, les patients ont des réactions thérapeutiques positives, mais en même temps, tout un ensemble d'effets qui sont parfois difficiles à supporter pour eux, même si... pardon ? Il participe du processus. Oui, il participe du processus, voilà, c'est ça. Alors dans ce cas-là, on a des façons de travailler, c'est-à-dire que par exemple, au lieu de lui donner, le plus souvent on donne le traitement une fois le matin, une fois le soir. Une prise le matin, une le soir. À ce moment-là, on va changer. Je vais lui demander par exemple de le prendre, parfois mélangé avec l'alimentation, de manière à ce que l'assimilation soit très progressive. Parfois, je vais lui demander de le mettre dans un turbo, je vais lui dire vous le prenez en 7 ou 8 prises dans la matinée et 7 ou 8 prises dans la soirée. Oui, on retrouve toutes les astuces classiques d'utilisation de la pharmacologie, des médicaments, des plantes, etc. C'est-à-dire que c'est des molécules aussi. Ouais. Oui, c'est des molécules, mais en fait, on s'intéresse vraiment à l'énergie,
l'énergie de la formule. Donc, oui, c'est ça que oui, j'ai du il mal à... y a des différences, mais ce que je veux dire simplement, c'est que lorsqu'on a le plus souvent des effets de ce genre, il faut distinguer si on a quelquefois un effet, chez certains patients, qui relève complètement de l'aléatoire. C'est-à-dire qu'au même titre que tu invites des copains chez toi, tu leur offres l'apéritif, il y en a un qui prend des cacahuètes, et d'un seul coup, paf, il fait un choc anaphylactique. Oh merde, fait chier. Bon, voilà. La soirée est foutue. Ouais. Voilà. Bon, mais si tu ne veux pas dire, voilà, plus jamais je n'offrirai de cacahuètes, tu vois. Donc là, tu es dans la situation qui est le domaine de l'accident. C'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Parce que, bien entendu, on a quand même un recul. Les traitements n'ont pas été mis sur le marché il y a une semaine. Il y en a certains, ça fait 1800 ans qu'ils sont utilisés. Alors, et on a une documentation, enfin c'est très documenté aussi. Parce que la médecine chinoise est une médecine savante, on n'est pas face à une médecine comme la médecine africaine, vous voyez, où tout est oral, etc. Là, on a une médecine qui a été, comment dire, développée par des archivistes, par des fonctionnaires de l'État, etc. Donc, ils sont des personnes qui notaient les choses, etc., avec soin. On a, par exemple, en Chine, toute une procédure de signalement, comment dire, des effets indésirables d'une formule de pharmacopée. Ancien. Les traités anciens de ce genre. Non, je parle des traitements aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, quand on apprend la pharmacovigilance, on découvre ça. Tiens, c'est inhabituel, on ne comprend pas, il y a un signalement qui est fait. Et quand ça se cumule, à ce moment-là, hop, il y a un travail qui est fait par des phytochimistes, etc., pour comprendre comment, pourquoi, etc. Donc ils ont quand même, eux, maintenant l'habitude de manier nos molécules de chimiothérapie moderne avec leurs thérapeutiques et ils avancent ensemble là-bas, en Chine. Oui, bien sûr. Oh, bah, oui, bon, même simplement, même indépendamment de la chimiothérapie, en oncologie, hein, aujourd'hui, toutes les drogues, on en connaît tous les principes actifs. On sait exactement, les chromatographies sont complètes, on sait exactement comment ça réagit à ça, etc. Enfin, il y a un recul quand même très important. Il y a des unités entières, par exemple uniquement phytochimie, qui ne font qu'un travail sur l'aspect aussi moléculaire de la pharmacopée chinoise. Mais il faut penser. Donc ça, on est de la situation, voilà, la formule convient bien, mais manque de peau, le patient a une intolérance à une des substances. Alors, on peut être intolérant au gluten, on peut être intolérant à plein de choses. Il y a dans la pharmacopée chinoise des champignons, il y a toutes sortes de substances aromatiques. On peut parfaitement avoir une intolérance, voire une allergie à une de ces substances. Encore une fois, c'est pas courant, mais c'est pas exclu. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, l'action thérapeutique, elle est positive, mais elle est disproportionnée. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Alors, on a donné, par exemple, 60 grammes. 60 grammes, c'est un peu trop. Et donc, il faut ajuster. À ce moment-là, on divise la dose. Enfin, c'est ce que je viens de dire avant. Mais on peut avoir le même problème avec un somnifère, on peut avoir le même problème avec n'importe quoi. Bon, donc, on ajuste. Et là, je dirais presque que ce sont presque des règles galéniques basiques. Oui, de notre pharmacopée. Voilà. Troisième situation, on a un effet thérapeutique très positif, on a un effet indésirable, et cet effet indésirable, il n'est pas de la nature de l'allergie ou de l'intolérance. Alors à ce moment-là, soit il faut essayer de modifier légèrement la formule, quelquefois en ajoutant une chose qui compensera cet effet indésirable, soit en enlevant là où on identifie qu'il pourrait se trouver et en remplaçant par autre chose. Encore une fois, c'est un peu on aura aussi ce raisonnement quand on a des patients qui ont par exemple 7-8 médicaments à prendre en même temps. Là, on est aussi confronté à ce genre de problème. Sauf qu'en médecine occidentale, il n'y a pas de science de la combinaison. On a l'espoir, insensé, que chacune des molécules va agir isolément et faire son travail. Et bon, alors il y a des combinaisons qu'on finit par connaître, je dirais, d'un point de vue empirique, mais on n'a pas une vraie discipline de la combinaison des drogues. Alors qu'en médecine chinoise, c'est une discipline en soi. En Chine, vous avez une chaire de matière médicale, on étudie donc les drogues, et vous avez une chaire de formules. Et
les drogues, c'est un point qui est très important à comprendre, la pharmacopée chinoise, les drogues n'ont pas d'indication. Aucune drogue n'a une indication en médecine chinoise. Ce sont les formules qui ont des indications. La drogue a des actions. Et la combinaison des drogues produit par la somme des indications, ou plutôt par le produit des indications, la synthèse des indications, Des actions, par le produit des actions, pardon, permet d'avoir un usage. Et quand vous ouvrez un ouvrage de matière médicale en chinois, vous n'avez jamais indication pour une drogue, il n'y en a pas. On vous dit par exemple, agit sur. clarifie la chaleur, élimine la toxicité, harmonise l'estomac, favorise le transit, là. Et puis on vous dit ensuite, s'associe. voilà, comme elle peut clarifier la chaleur et éliminer la toxicité, associée à ça, elle permet d'avoir telle indication, comme dans la formule, et c'est la formule donc qui sert d'exemple. Et c'est la formule qui a l'indication. Voilà. Oui. J'avais donc une deuxième question. Est-ce que vous avez eu des cas de patients qui seraient un peu un mix de la première catégorie et de la troisième, c'est-à-dire des patients qui ont plus de tumeur et à qui on propose une chimio préventive et qui ne veulent pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Qui n'ont pas de tumeur ou qui n'ont plus de Qui n'ont tumeur. plus de tumeur suite à une première chimio Oui. qui a fonctionné. Donc il y a bien, je ne sais pas si on peut appeler ça une rémission, mais en tout cas il n'y a plus de tumeur. Et on leur propose quand même de continuer une chimio dite du coup préventive. Oui. Et du coup, autant ils ont accepté la première curative avec grand plaisir, enfin, en tout cas comme utile, autant ils ne comprennent pas. Oui, grand plaisir, c'est pas courant. Quoi. Non, en tout cas ils l'ont accepté. Autant la suite, ils ont du mal à l'accepter. Donc ils sont Là, je pense qu'il y a un problème qui est pédagogique en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est du rôle de l'oncologue d'expliquer en fait la stratégie. D'aider à comprendre que, par exemple, une tumeur, ça peut être microscopique. Qu'une tumeur, ça commence avec une cellule. Et donc, il n'y a pas beaucoup de moyens de pouvoir, par l'imagerie, même si on a une disparition de la tumeur dans sa forme macroscopique, ça ne signifie pas qu'au niveau microscopique il ne reste rien et qu'il est raisonnable de poursuivre un peu le traitement quand il a été efficace et qu'il a été assez bien supporté. Alors là je dirais que là on est plus dans une démarche qui est d'ordre, moi je dirais que j'appellerais pédagogique. Mais quelle est la vision de la médecine chinoise par rapport à ça? Il n'y a pas une vision particulière, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas, si vous voulez, si vous devez prendre un antibiotique parce que vous avez une infection bactérienne, vous n'arrêtez pas l'antibiothérapie juste parce que la fièvre vient de tomber. Ou alors parce que vous avez plus mal à la gorge. Ou parce qu'en faisant A devant le miroir, vous avez un point blanc. Oui, mais sauf que dans l'antibiotique, on donne une date de fin. Un chimio préventif, jamais. Oui, enfin on donne une date de fin, mais dans des pathologies qui sont un peu plus... j'ai pris l'exemple effectivement de l'angine, mais dans certains cas, on prolonge le traitement. Quand vous avez par exemple une infection urinaire, par exemple, quelquefois on donne un traitement sur 10 jours, puis on se rend compte que c'est presque réglé, mais que machin, et parfois le traitement antibiothérapie est renouvelé. Donc, concrètement, je suis confronté à ça comme un problème. D'accord. Alors je ne sais pas, peut-être que ça existe, mais ce n'est pas ça que... Si je devais parler des difficultés que je rencontre, ce n'est pas celle-là. D'accord. Alors, je trouve que ça existe de plus en plus souvent, j'ai beaucoup de cas comme ça, enfin Oui. plusieurs, et c'est vrai que je ne sais pas quoi leur Oui, mais ça, vous avez exactement la même chose quand vous avez par exemple une chimiothérapie, voire une radiothérapie, ou une hormonothérapie, qui fait suite à l'exérèse, par exemple, de la lésion. Oui. Et pourtant, comment dire, l'anapathe déclare qu'il a mangé du tissu sain autour, il a fait tout ce qu'il fallait, l'opération s'est parfaitement bien déroulée, ça a été vérifié, comment dire, sur le plan histologique. Mais là, c'est des protocoles qui sont quand même établis sur 5 ans, des choses comme ça. Alors que là, les discours des oncologues, ils sont quand même beaucoup plus flous. C'est-à-dire que quand le patient demande jusqu'à quand, ils n'ont jamais de réponse. Enfin, c'est beaucoup moins protocolisé. Parce que dans un certain nombre de pathologies, il faut comprendre que la rémission n'est pas une guérison. Donc ça, c'est aussi un travail pédagogique.
la question que tu poses, c'est la question de comment évaluer. C'est une question qui déborde le truc du cancer, c'est quel discours tenir en termes de médecine préventive. Je prends un truc, je tombe jamais malade, parce que j'ai pris le truc ou parce que je l'aurais pas eu? Non, puis, oui, mais il y a une autre question qui était sous-jacente, c'est est-ce qu'il n'est pas plus facile à ce moment-là de autant remplacer une chimio par une pharmacopée antitumorale chinoise ou des choses comme ça me paraît complètement fou et dangereux, mais autant quand c'est dans des situations comme ça, est-ce que c'est pas plus jouable? Non. Non, c'est pareil. Non, je pense que si la chimiothérapie a été à la fois suffisamment performante et suffisamment bien tolérée pour que l'oncologue considère qu'il fasse le choix de devoir la prolonger pendant c'est pas à vie non plus, hein, mais pendant au moins une petite période pour le patient, ce choix il est respectable. Donc c'est lui qui doit prendre la décision, il est capitaine à bord de son bateau. Le remède c'est lui qui l'a donné si vous voulez. Enfin, moi j'ai quand même 2 patients à qui on a dit que c'était à vie, dont une qui a 34 ans. Alors, mais c'est peut-être des cancers très particuliers. C'est cancer du foie, mais ça serait à vie. Le concept, si vous voulez, déjà de à vie, il ne veut pas dire grand-chose, parce que est-ce que vous voulez dire que la patiente, on lui a fait une prescription pour la vie, elle ne verra plus son oncologue jamais? Non, elle dit jusqu'à oui, mais en fait, on ne sait pas très bien comment les choses vont forcément évoluer. Peut-être qu'il y aura des changements, peut-être... voilà. Bon, en tout cas, je dirais que de mon point de vue, moi je ne suis pas confronté à ce problème-là, et je dirais que ça n'est pas directement... ce ne sont pas mes prérogatives. Il faut savoir faire la part des choses entre quel est le rôle de chacun. Et dans la médecine. Et au même titre que, par exemple, je n'ai jamais eu non plus la partie oncologie, comment dire, occidentale, qui me disait, par exemple, oh, je pense que le traitement, par exemple, pour soutenir Junchi, maintenant il faudrait l'arrêter. Oui, c'est vrai. C'est mon boulot. Donc, le prescripteur assume la responsabilité de la durée de sa prescription, de son renouvellement, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de réflexion, de travail de staff, de communication, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Mais il faut à un moment donné quand même qu'il y ait une personne qui prenne la décision en dernière limite. Et je pense que dans ce cas-là, c'est celui qui a effectivement pris en charge la cure de chimiothérapie, qui est capitaine à bord, quoi. Ou alors, bon, à ce moment-là, sinon, il faut changer de médecin, je sais pas. Enfin, moi, je suis très attaché, si vous voulez, à cette idée quand même que il faut une confiance dans le médecin qu'on consulte. Hein, si on n'a pas confiance dans la personne qu'on consulte, il faut en changer. J'ai quelquefois des patients qui me disent voilà, mon médecin généraliste, oui, mais alors machin, il ne m'écoute pas, il machin, il ne comprend rien à ce que je dis, truc, il a tous les défauts de la tête. Alors moi, ma réponse est toujours la même. Écoutez, moi je ne peux pas dire je ne le connais pas, j'ai aucune opinion sur la question, mais c'est vous qui l'avez choisi. Et en tout cas, vous choisissez de continuer à le voir. Bon, bah, personne ne vous y oblige, vous faites ce que vous voulez. Si jamais vous avez une personne avec qui vous n'arrivez pas à communiquer, bah, trouvez une personne avec qui vous puissiez communiquer. Je crois que c'est... Le pain de mon boulanger est pourri, ça fait rien, j'en achèterai demain. Oui, c'est un boulanger aussi. Bah oui, parce qu'il n'y en a pas avant 800 km. Moi, j'ai quelque chose qui va peut-être faire un petit peu hors sujet, mais on avait dit pour l'acupuncture, on était surtout dans l'accompagnement. Oui. Ce que j'aurais aimé savoir aujourd'hui ou autre, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire en acupuncture? Oui, il y a des choses à ne pas faire en acupuncture. Il y a aussi des choses à ne pas faire d'ailleurs en pharmacopée. Oui, ça je m'en doute. Mais comme je ne suis pas spécialiste, je ne le fais pas. Donc comme ça, c'est réglé. Je peux vous donner des exemples pour les deux. Parce qu'en fait, j'avais prévu beaucoup plus de choses, mais comme il y a beaucoup de questions, du coup, le temps passe. Le sujet est vaste. Hein? Oui, je suis là, puis c'est en même temps aussi, on n'est pas dans une formation. Hein, on est dans un atelier, dans un congrès, donc on peut aussi considérer qu'on a le droit de poser des questions diverses. Moi, je ne veux pas être staccanoviste par rapport à ça. Alors, en ce qui concerne l'acupuncture, si vous voulez, déjà, il y a une petite chose qu'il faut comprendre. On a, en gros, une dizaine d'actions thérapeutiques récurrentes en oncologie chinoise.
Alors ça, si vous voulez, je peux vous les lister, sans rentrer dans les détails, parce que ça, je pense que ça vaut quand même la peine au moins d'avoir une petite idée de quelles sont les stratégies dans lesquelles on veut aller. Et ça se résume en général à des formules en 4 caractères, parce que les Chinois aiment bien ça. Donc c'est court. D'accord. La première, c'est ce qu'on appelle donc Qianbi Li Qi. Ça veut dire renforcer la rate et réguler le Qi. C'est essentiellement une action sur les fonctions d'une roi de la rate, assimilation, et sur le transport, la transformation, et sur donc les fonctions digestives. Alors vous imaginez bien à quoi ça peut servir. Hein. Ça, c'est... Deuxième situation, Ichi Yang Yin. Ichi, ça veut dire augmenter le Qi, Yang Yin, ça veut dire nourrir le Yin. Alors ça, ce sont des situations qui répondent à un vide, qui sont souvent des traitements à donner à moyen, voire long terme. Quand je dis moyen, voire long terme, ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt de donner ça 15 jours. Ce sont des traitements qui se prennent sur des périodes de 2 à 6 mois. Oui. Ça, c'est un principe de traitement qu'on va trouver aussi en pharmacopée. On commence en pharmacopée. Ce dont je vous parle, c'est on parle de pharmacopée, c'est bien sûr tout ça. Ah oui, non, je vous parle globalement. J'ai dit d'abord, je vais vous donner toutes les stratégies thérapeutiques, et après, je vais vous dire plus spécialement celle de l'acupuncture. Ah, d'accord. Je me suis peut-être mal exprimé. D'accord. Donc, ma question... Donc là, je vous parle en fait des stratégies thérapeutiques globales. C'est-à-dire que, voilà, sachant que celle-ci, par exemple, est plus dévolue à la pharmacopée qu'à l'acupuncture. La précédente peut se rencontrer avec la pharmacopée et l'acupuncture. Okay. On sait que les plantes qui nourrissent et qui tonifient sont des plantes douces de première catégorie, entre guillemets. Vous dire première catégorie par rapport au Shenong-Benzorgine, par exemple, les 3... Par rapport à la toxicité... ah oui, bon, d'accord. D'accord. Dans le cadre du cancer et des conflits envisageables avec la chimiothérapie, est-ce que des formules de soutien qui s'apparentent presque à de l'alimentaire, du coup, dans leur nature, oui. Est-ce qu'elles peuvent être délétères? Elles peuvent avoir des inconvénients. De créer des glaires ou... Non, de créer de la stagnation. De la stagnation, ça. Et par exemple, dans le cas d'une tumeur, ça peut être quand même un inconvénient. Très gênant, ouais. Elles peuvent créer des occlusions. Ouais. Okay. Et dans le cadre d'un certain nombre de cancers, ça peut être très embêtant et ça peut même être dramatique. Oui, complètement. Alors c'est pas la toxicité qui est en cause, parce que ce sont des substances qui ne sont pas toxiques. Non, c'est ça. Hein, mais la toxicité n'est pas la seule chose qui détermine un effet indésirable. Alors, pardon, je continue la liste? Oui, on continue, on arrête. Donc, Poussen, alors on emploie l'expression ici, Chauben, ça veut dire tonifier les reins et solidifier la racine, en fait, consolider la racine. Ça, c'est quand on a souvent des stades qui sont avancés de la maladie et où on a, par exemple, quelquefois même un vide de yin et de yang des reins, ou lorsqu'on a des patients âgés, etc. Ensuite, Qingzhi, Qietu. Alors, Qingzhi, ça veut dire clarifier la chaleur, Qietu, ça veut dire éliminer la toxicité. Ça, c'est très courant dans de nombreuses pathologies tumorales. Et souvent, d'ailleurs, à des stades initiaux, on fait tout ça. Après, donc, catégorie suivante, c'est dissiper les accumulations et évacuer ou disperser les nodules. En fait, ce sont des formules ou des procédures d'attaque qui ont pour fonction de casser l'agglomération des masses dans l'organisme. Et ça, en oncologie, c'est évidemment très important. Huatan, Chu, transformer les mucosités, éliminer l'humidité. Alors, mucosité, humidité, c'est quelque chose aussi qui fait partie des grands facteurs pathogènes des CIETI, très couramment rencontrés en oncologie. Avec la chaleur toxique, ça fait partie des éléments qui sont très courants. Huoxue, Huayu, mobiliser le sang, éliminer les stases.
les stases de sang, à un moment ou à un autre, de chaque pathologie cancéreuse, on passe par le stade des stases de sang. Donc on peut rencontrer des patients qui n'ont pas atteint ce stade, mais on sait de toute façon, s'ils n'ont pas atteint, ils vont l'atteindre à un moment donné, il y aura toujours une composante de stase de sang qui va arriver à un moment ou à un autre. Stase de sang et mucosité sont extraordinairement récurrents. Donc si on ne sait pas travailler sur la question des stases de sang, ça c'est un gros handicap dans le traitement de la maladie cancéreuse. Je vous dirai quelque chose après, parce qu'il faut aussi être prudent. Cette stratégie thérapeutique, elle est à double tranchant. Elle peut quelquefois aggraver la diffusion du cancer. Donc il faut souvent combiner cette stratégie avec une autre stratégie. C'est très rare qu'on utilise seulement ça. Je vais vous donner une étude statistique qui a été faite sur ça qui est très intéressante. Je termine simplement les deux tests. Ce qu'on appelle donc tonfu gongxia. Alors là, ça veut dire très clairement favoriser le transit et évacuer par le bas. Donc clairement, ça veut dire sur les curatifs. Alors c'est très utilisé aussi, y compris lorsqu'il n'y a pas de problème de transit. En fait, quelquefois, pour éliminer l'agent pathogène, on se sert des orifices naturels et il se trouve que le gros intestin est un conduit naturel vers l'extérieur. Et donc, ce qui veut dire que ça sert pas forcément que dans des problèmes d'intestin. Au même titre qu'on fait transpirer les patients, même quand ils n'ont pas des problèmes de peau. Ça passe par la peau, mais parce que la peau est un émonctoire. Ou, comment dire, pour les produits diurétiques, par exemple, pour traiter des problèmes inflammatoires ou autres, même quand il n'y a pas de souci au niveau de la vessie. Ensuite, on a éliminé la toxicité en utilisant des toxiques. Ça, c'est une stratégie thérapeutique qui est très importante. Elle fait partie des stratégies d'attaque. C'est ce qu'on fait avec la chimiothérapie. On utilise des toxiques, qui sont donc des produits qui vont liser en fait certaines cellules. Alors évidemment, ça s'utilise avec beaucoup de précautions, parce qu'on a affaire à des poisons. On utilise par exemple des dérivés de l'arsenic. C'est ce qui a permis par exemple le traitement de la leucémie promyélocitaire. C'est un de mes amis, le professeur Chen Zhu, qui est vice-président de l'Académie des sciences en Chine et qui a été pendant plusieurs années ministre de la Santé, ministre d'État. Et donc j'ai souvent discuté avec lui, notamment dans son unité de recherche à Shanghai. Un jour, je mettrai sans doute, j'ai même enregistré certains de nos entretiens sur vidéo, et peut-être qu'un jour, je les passerai, pourquoi pas, à temps jeune, il faut que je fasse des sous-titrages pour tout, pour que ce soit utile. Donc, ce qui est un peu fastidieux. On a des heures de discussion. On était dans une caméscope et on parlait sur les questions. Il est le disciple d'un professeur qui a, dans les années 60-70, qui a mis au point un traitement remarquable à 99,7% de guérison totale pour la leucémie promyélocitaire. Et comment est-ce qu'il a mis ça au point? Alors, son traitement aujourd'hui est parfaitement admis. Hein. Il n'y a plus de contestation. Il y a plus de 200 publications de rang A sur la question. Et le traitement est mis en place dans un certain nombre de services, y compris à Paris, par exemple. En fait, le professeur donc, de Chen Zhu, il a réfléchi en disant qu'est-ce que c'est que le cancer? C'est une forme de délinquance dans le corps. Parce que finalement, ce n'est pas une atteinte forcément extérieure, mais les cellules se mettent à se comporter d'une façon délinquante. En lisant Confucius, il a eu à un moment donné une phrase qui dit « Il n'y a pas de délinquant si dégradé qu'une rééducation adaptée ne lui permette de rentrer dans le droit chemin. » Il a donc décidé de prendre une stratégie qui allait absolument à l'encontre des dogmes classiques de l'oncologie, dans lesquels la cellule, quand elle est devenue cancéreuse, elle ne revient pas à un état normal. Donc on ne peut faire qu'une chose, c'est la couper ou la détruire. Et elle dit non, on va prendre une autre option. Et à ce moment-là, il s'est penché sur de vieux remèdes de la médecine chinoise. Parmi ces vieux remèdes, il a mis au point une combinaison
avec un trisulfure d'arsenic, c'est l'orpiment. C'est un dérivé en fait du trisulfure d'arsenic, mais enfin, c'est une substance qui était utilisée dans la pharmacopée chinoise, et qui est très toxique évidemment, et avec un dérivé de carotène, donc une substance extrêmement courante, et elle ne présentant pas du tout de difficulté à être absorbée. Au début, il a commencé en donnant ça par la bouche, hein, sous forme de traitement à avaler. Sauf que malheureusement, les sulfures d'arsenic sont très agressifs sur la paroi, sur la muqueuse digestive. Les patients, et souvent de jeunes patients, le leucémie promyélocytaire, c'est un type de leucémie bien spécial, alors qui est à issue fatale, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement. Donc ça veut dire qu'il y avait une mortalité considérable auparavant. Là, aujourd'hui, dans son hôpital, par exemple, la dernière fois que je suis allé le voir, il m'a dit on est à 99,7% de guérison totale et définitive. Donc ça veut dire que pour nous, la maladie n'existe plus. Quand elle existe et le patient est traité, il n'y a plus de soucis. Donc ça a été certainement, à ma connaissance, je dirais que c'est la plus grande découverte en oncologie, en marge de la radiothérapie, de la chimiothérapie de tout le XXe siècle. Donc comment il le prescrit? Alors donc du coup, impossible de le prendre par la bouche. Alors ils ont trouvé un moyen de le mettre sous une forme qui permet de l'injecter en intraveineuse. Et en injectant en intraveineuse et en déroulant tout doucement la substance, eh bien, les effets indésirables ont disparu. Et donc il a pu mettre en place le protocole. Alors ça a été, il a fallu plusieurs années d'ajustement, etc. Mais aujourd'hui, c'est totalement au point. Compte tenu de l'heure, est-ce que tu peux finir la liste? Oui, exactement. Il n'en restait plus qu'un derrière. Mais enfin, ça c'est pour vous donner un exemple donc d'utiliser un toxique pour éliminer la toxicité. Et le dernier aspect, c'est, on dit, il y a un chué, ou chu. Là, ça veut dire nourrir le sang, tonifier les vides. Là, ça veut dire c'est tonifier spécifiquement les vides du sang. Le sang est atteint presque de façon systématique par tous les traitements sur chimiothérapie, radiothérapie et évidemment la chirurgie aussi. Parce que la chirurgie entraîne des stases de sang réactionnelles, heureusement, sinon le patient ne cicatriserait jamais. Et donc on est obligé de faire intervenir ça. Alors je veux juste vous donner simplement, une fois que vous avez ça, la petite question qu'il y avait sur le problème des stases de sang. Et je vous le donne, c'est un coup de projecteur simplement, parce qu'on pourrait le faire sur toutes les autres formes. Il y a eu une étude qui a été faite. Je vais vous resituer exactement ça. Voilà, c'est là. J'ai une petite encoche. Voilà. Alors, on a testé en fait 3 stratégies thérapeutiques. D'accord ? Évidemment, dans une situation où il y avait, au niveau du diagnostic, une lésion cancéreuse contenant une grosse proportion de stase de sang. Et on a eu 3 groupes de patients. En fait, 98 patients ont été traités et ils ont été répartis donc en 3 groupes. En gros, 32 ou 33 patients dans chaque groupe, hein, c'est facile à compter. Premier groupe, le traitement classique, uniquement un traitement donc, de chimiothérapie. Deuxième groupe, c'était en fait pour un cancer nasopharyngé, et en fait c'était de la radiothérapie, excusez-moi. Donc uniquement la radiothérapie. Deuxième groupe, radiothérapie et une formule bien adaptée pour mobiliser le sang et éliminer les stases de pharmacopée. Troisième groupe, le traitement toujours de radiothérapie et une formule pour mobiliser le sang, mais en passant par l'adjonction de drogue pour tonifier le chi, renforcer le chi. Donc il y a une démarche différente, parce que renforcer le chi, ça concentre le chi, et la mobilisation du sang et l'élimination des stases, c'est une démarche donc, qui est centrifuge, hein, qui est donc mobilisatrice. Les résultats sont très intéressants, parce que les 3 groupes ont eu
le même temps de rémission, ce qu'on appelle de rémission à court terme. Les effets indésirables de la radiothérapie ont été évidemment entiers dans le premier groupe, très nettement atténués dans les deux autres groupes, et à peu près dans la même proportion. La survie à 5 ans a été respectivement de 35,5% dans le premier groupe, qui n'a que la radiothérapie, de 51,5% dans le deuxième groupe, qui avait donc la radiothérapie plus la formule pour mobiliser le sang et limiter les stases, et de 61,8%, donc ça veut dire quand même pratiquement le double par rapport à la radiothérapie seule, dans le groupe qui a intégré mobiliser le sang, éliminer les stases et renforcer le Junji. Par contre, les métastases à distance ont été de 19,35% dans le premier groupe, de 27,27% dans le deuxième groupe et de 11,76% dans le troisième groupe. Donc ce qui veut dire que le deuxième groupe et le troisième groupe ont été tous les deux plus performants que l'usage seul de la radiothérapie. Mais le deuxième groupe, où il n'y avait que les remèdes pour mobiliser le sang, a été, je dirais, catastrophique en matière de diffusion métastasique. Tandis que le troisième groupe a eu une diffusion, donc supérieure à n'avoir donné que la radiothérapie. Donc là, c'est effectivement une situation qui était un échec du point de vue du contrôle de la tumeur. Ça a été positif pour l'amélioration, ça a été positif pour la survie, mais on a eu une phase réactionnelle de diffusion. Tandis que le troisième groupe, en additionnant des remèdes qui tonifient le chi, quelques remèdes qui tonifient le chi, on a divisé presque par 3 la diffusion des métastases. Donc vous voyez un exemple très caractéristique où, quelquefois, le traitement est performant, mais il présente un inconvénient qu'il faut savoir maîtriser. Et donc ça, je pense que ça illustre assez bien, si vous voulez, ce type d'exemple, la question que vous posiez tout à l'heure, en disant qu'il y a quelquefois des inconvénients aussi à la médecine chinoise, et oui, ça arrive. Alors je dirais que c'est arrivé aussi, par exemple, avec l'acupuncture. Exemple, alors je ne vais pas vous redonner les statistiques exactes, parce que je n'ai pas les pourcentages en tête, mais par exemple, dans des situations de douleur, l'acupuncture a été très performante pour régler la douleur, mais en mobilisant le chi et le sang dans le système méridien, a malheureusement favorisé aussi le développement de métastases. C'est pour cette raison qu'il faut être très prudent avec l'acupuncture et encore plus prudent avec le massage. Beaucoup de personnes qui disent le massage, c'est pas très grave, et d'ailleurs même dans les services d'oncologie, ils vont être beaucoup plus réticents à accepter de la pharmacopée chinoise ou de l'acupuncture qu'à accepter la personne qui vient et qui dit écoutez, moi je fais du massage aux patients, c'est pour le bien-être, etc. En général, on ne se prend pas la tête. Alors si évidemment le massage c'est des papouilles, on s'en fout. Si c'est un massage, je dirais, de confort, de proximité, qui a une dimension humaine, mais si c'est vraiment du massage chinois destiné à avoir une action thérapeutique, il faut savoir qu'une des contre-indications du COENA, ce sont les lésions tumorales. Parce qu'il y a un risque très important de favoriser la diffusion par voie ganglionnaire ou par voie sanguine. Donc là, c'est quelque chose auquel il faut être extrêmement vigilant. Et si on doit utiliser du massage, il faut le faire forcément à distance importante des lésions. Ça veut dire que vous pouvez faire un massage des pieds si par exemple vous avez un problème de tumeur de la gorge. Mais certainement pas, par exemple, le faire dans la proximité, la poitrine, les épaules, etc. Y compris lorsque le patient a des douleurs à ce moment-là. Il faut prendre une autre stratégie pour traiter la douleur. Mais est-ce qu'on peut par exemple travailler quand même le méridien de la rate, ce qui vient soutenir ce que vous avez listé Après, si vous voulez, je ne peux pas vous dire dans chaque cas précis ce qu'il va falloir faire. Mais je pense que c'est important d'exposer la mise en garde. D'accord ? Vous dites faites attention, voilà, il y a un fil à nu, ne le touchez pas. Bon, maintenant, si vous dites oui, mais si je me reste à 1 mètre, est-ce que c'est dangereux ? 1 mètre, non, c'est pas dangereux, mais malgré tout, il y a quand même un fil à nu. Voilà. Et pour vous dire aussi, parce que la plupart des personnes n'ont pas forcément ce réflexe, et ils seraient beaucoup plus inquiets en se disant oui, je prends la pharmacopée,
il y a peut-être de temps d'essence machin, tandis que le massage, ça fait gentil. Il y aurait beaucoup de choses encore à discuter, mais on a encore par chance un dernier atelier. Alors, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, je ne sais pas, est-ce que ce sont. Alors, d'abord, je pose la question, est-ce que c'est les mêmes personnes, c'est des personnes différentes? Qui est-ce qui l'a demain? Donc, il y a 1, 2, 3, 4, au moins plus de la moitié. Alors, ce que je ferai à ce moment-là, c'est que je ferai quelque chose qui sera. Que les gens pourront étudier, même s'ils n'ont pas assisté à ce qu'on a vu aujourd'hui, et en même temps, qui pourrait être un complément pour ceux qui ont assisté aujourd'hui de manière à contenter tout le monde. D'accord? Ça sert à quoi que tu creuses des carcasses? Bon. Merci beaucoup. Et on parlera donc à ce moment-là de l'acupuncture, et à ce moment-là avec des points précis pour chaque catégorie. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci.